Je vous avais annoncé la venue du maire de Châteaudun qui nous fait l'amitié de sa présence, mais étant donné les pluies qui sont tombées ce matin, les trains ont été retardés. Et par conséquent, Fabrice Verdier va prendre la parole pour nous délivrer quelques messages sur les besoins dans quelques villes, par exemple Châteaudun, très brièvement, et ensuite le grand moment attendu de la journée, les interventions de Nicole Gnesotto et Alain Bauer autour de leurs ouvrages. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc Fabien Verdier, je suis maire de Châteaudun, j'ai 43 ans, président du Grand Châteaudun, donc on est dans le sud de l'Eure-et-Loire, ville sous préfecture. Donc on a un point commun avec Lunéville et l'Abbé Grégoire, c'est que nous sommes une ville sous préfecture. Je vais vous tenir deux points. Merci Madame l'administratrice générale de nous donner la parole. Moi, il se trouve que je vois l'avenir. J'ai un aéroport, c'était une base aérienne de 400 hectares à Châteaudun. Je veux faire un écosystème aéro-industriel. C'est toujours bien de nager à contre-courant. Et de développer notre territoire, le PIB, les formations. Et il me manque une brique, c'est un bac plus 5. J'ai 12 formations post-bac à Châteaudun. Encore une fois, à l'ouest d'Orléans, sud de Chartres. Et 4 formations post-bac. 4 formations bac plus 3, pardon, dans un CFAI industrie. Et avec le CNAM, j'espère pouvoir développer ce bac plus 5 autour de l'aéronautique. Dans cet aéroport, on a 70 000 m² de hangars, dont certains hydrométrie contrôlés. Une piste de 2300 mètres de long, 45 mètres de large, la même qu'à Beauvais, une des 20 meilleures plateformes aéronautiques de France à 130 km de Paris. Et on a besoin dans nos territoires, dans nos villes sous-préfectures, dans nos arrondissements, bassins de vie, PCI, de développer cette formation. Parce que nos élites locales sont parties, parce que nos élites à 18 ans, 19 ans, 20 ans, elles partent, elles quittent notre territoire, elles vont à Tours, elles vont à Paris, elles vont à La Rochelle. Et c'est un aller simple, on ne les revoit jamais. Et ces skills, elles nous manquent. Vous savez, moi je suis agrégé d'économie, j'avais fait le NS, et on m'avait appris la croissance endogène, les théoriciens de la croissance endogène, où c'est les infrastructures, l'aéroport, c'est la formation, le bac plus 5, qui crée le développement d'un territoire. C'est mon premier point. Et par ailleurs, on a monté l'association des villes sous préfecture en France, qui cherche à regrouper les 235 villes sous préfecture. Calvi en Corse, Lunéville, là où l'Abbé Grégoire a commencé l'histoire du CNAM il y a 230 ans, Châteaudun, Romorantin, etc. Et si vous regardez le faisceau politique de ces derniers mois, années, c'est dans ces villes et dans ces territoires que les extrêmes montent inexorablement, parce qu'il n'y a plus de PIB, il n'y a pas assez d'industrie, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez de choses. Et donc c'est ça aussi qu'on porte comme message, c'est qu'il faut redynamiser ces villes sous préfecture qui irriguent l'ensemble du territoire français, de Saint-Pierre en Martinique, de la Guyane, de Calvi en Corse, encore une fois jusqu'à Lunéville ou Mortagne au Perche dans le Perche. Et on a besoin de ce développement. On a besoin de ce développement au niveau hospitalier, au niveau formation, au niveau industriel et économique. Voilà, c'était un petit peu le témoignage que je voulais vous faire part. Merci beaucoup, Madame l'administratrice générale. Place à la table ronde. Et encore une fois, pensez à ces villes sous préfecture. Plus on irriguera nos territoires, plus la République tiendra. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ce message qui vient parfaitement clore les débats que nous avons eus ce matin et qui pourrait introduire aussi ceux que nous aurons de nouveau cet après-midi, tant les besoins sont importants. Alors, changement d'ambiance, changement de sujet. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicole Gnesotto, que vous connaissez puisque Nicole a été professeur du CNAM, titulaire de la chaire Union européenne de 2007 à 2021, on va dire ça, voilà, donc, et avait mis en place des conférences formidables sur l'Union européenne à cette occasion. Donc Nicole Gnesotto est aujourd'hui vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, présidente de l'IHEDN. Non, c'est fini. C'est terminé. Mais vous êtes aussi professeur émérite au CNAM et vous avez été déontologue au CNAM. Et puis, Alain Bauer, on ne le présente plus ici, professeur de criminologie au CNAM, grand artisan de l'équipe sécurité, défense, renseignement, criminologie, crise, cybermenace. J'ai pris la peine de donner en entier le nom de votre équipe. Nous étions là il y a quelques jours pour les Assises nationales de la recherche stratégique. Un grand moment, un moment aussi de se demander comment faire aujourd'hui face aux menaces pour choisir l'avenir. Et cet avenir, et c'est l'un des enseignements que j'ai retenu en lisant votre livre absolument passionnant, cet avenir, il doit se construire
sur l'histoire. L'histoire dont vous écrivez, Nicole, qu'elle est toujours bonne conseillère. Et ça rejoint un peu ce qui nous a été dit aussi sur la nécessité de la culture générale lorsqu'on est manager. Il faut connaître son passé, il faut s'appuyer sur ce passé pour mieux se développer. Et c'est cette grande force que nous avons au CNAM et qui nous permet aujourd'hui d'affronter l'avenir sereinement, je crois, malgré toutes les menaces. Je n'en dirai pas plus et je ne sais pas comment vous êtes organisés, mais nous avons vraiment hâte de vous entendre. Bonjour, merci beaucoup Madame l'administratrice générale. Alors, nous nous sommes organisés à la CNAM, c'est-à-dire il y a à peu près 12 secondes, en considérant, voilà, en 3 secondes, en considérant qu'après tout, la force de l'habitude et les excellentes relations que nous avons construites dans le temps nous permettaient d'aborder ce sujet en nous basant sur ce qui faisait notre spécificité à tous deux et à la quasi-totalité des professeurs du CNAM, c'est-à-dire la transformation de notre statut d'acteur en analyste. Le fait d'utiliser nos compétences professionnelles passées à l'Union européenne, dans son centre de sécurité, moi à Matignon et dans d'autres endroits encore moins fréquentables, pour les transformer en capacité de formation, de recherche, mais aussi, comme nous le faisons actuellement avec Sylvain Ferrari, en réponse à des appels d'offres qui permettent aussi de financer l'établissement public et de lui permettre de continuer à se développer pour ses missions de service public. Nous considérons qu'il y a un cycle vertueux dans la réponse aux questions qui peuvent être posées par le secteur privé comme par le secteur public. Alors, pour reprendre cette affaire, je vais faire un petit moment d'histoire, puisque le passé éclaire l'avenir, vous l'avez dit, Madame l'administratrice générale. Et donc, en 1988, je rejoins à Matignon Michel Rocard, Premier ministre, d'un gouvernement sans majorité, qui n'est pas en cohabitation, mais en co-gestion de l'État avec un président de la République qui s'appelle François Mitterrand, qui n'est pas le plus facile homme d'État qu'on ait rencontré les uns et les autres, enfin, pour ceux qui appartiennent comme moi au millénaire dernier. Là, et j'arrive en pensant, comme vice-président de l'université Panthéon-Sorbonne, que j'allais être nommé chargé de mission aux universités. Et c'est une période qui ressemble un peu à feu le service national. Tu parles anglais, corvée de patates. J'étais spécialiste des normes Garacès et San Remo, l'art de vous expliquer comment faire plus en gagnant moins. Et je suis donc nommé pour gérer un sujet tout à fait nouveau, les grottes d'Ouvéa et la crise en Nouvelle-Calédonie, comme quoi on est toujours rattrapé par son passé. Je gère donc la crise en Nouvelle-Calédonie dans une formidable équipe composée de gens qui veulent la paix, qui veulent le dialogue, qui veulent sortir d'assassinats multiples. Nous sortons d'une épopée sanglante terrible et la paix se retrouve. Un référendum permet de sortir par le haut d'une crise et je compte prendre mon poste. Et il se trouve que Michel Rocard est un homme formidable qui a autant d'amis de 30 ans qu'il y a d'escargots ou de champignons après la pluie, ça tombe bien. Aujourd'hui, nous sommes gâtés. Et donc, il a nommé comme conseiller à l'éducation un des profs de ma propre université, formidable lui-même, ce qui m'arrangeait puisque l'école maternelle, le primaire, le secondaire, le collège, tout ça ne m'intéressait que relativement peu, même le lycée, mais il lui a donné aussi l'enseignement supérieur et donc je suis fort dépourvu devant cette situation inédite, sauf que Michel Rocard a une idée qui ne m'était pas parvenue jusque-là, qui était de me nommer adjoint de Rémy Pottrat, conseiller aux affaires intérieures, chargé des questions de sécurité. Pour des raisons mystérieuse qu'il éclaircira plus tard. Et donc, je récupère comme bizutage, outre la Nouvelle-Calédonie, l'attentat du DC-10 d'UTA, la chute du mur de Berlin et la guerre du Golfe. Je dois dire que, comme apprentissage de la réalité, j'ai été au cœur du système. Et ce qui m'a intéressé, c'est que durant cette période, quand je suis arrivé, entre guillemets, aux affaires, je me suis donc immédiatement plongé dans les archives de mes prédécesseurs, dont j'ai considéré avec beaucoup de regards critiques leur incompétence, leur ignorance, leur suffisance et leur incapacité à prédire l'avenir et à anticiper tout ce qui était en train de nous arriver.
Ça a duré ce que ça a duré. Nous avons donc quitté Matignon en 91-92. J'ai été faire plein d'autres choses dans d'autres établissements universitaires, puis aux États-Unis. Puis le CNAM, dans un moment d'égarement, a décidé de m'accueillir ici en 2009. Et l'année dernière, il y a 2 ans, au moment du début de la crise ukrainienne, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle « Au commencement était la guerre » et qui était basé sur énormément d'archives que j'avais vues et qui étaient déclassifiées, donc je pouvais me servir, mais dont une partie dont je ne me souvenais pas. Et je me suis rendu compte que si j'avais été très critique avec mes prédécesseurs, mes successeurs auraient pu être extrêmement critiques avec moi-même, car je n'ai pas vu grand-chose non plus. Et je me suis demandé pourquoi, en sachant tout, on ne comprenait rien. C'est un sujet extrêmement intéressant que je donne désormais à mes étudiants à l'école de guerre ou à l'Académie du renseignement, et grâce à nos amis bretons, dans la seule grande école des analyses du renseignement française, commune à l'ensemble de la communauté, qui permettent justement d'aborder ces questions à la fois des biais cognitifs et des incapacités que nous avons à nous projeter, alors même que les guetteurs, les analystes, les agents, les experts, les profs vous disent « non mais là, ça ressemble à quelque chose qui s'est déjà passé et donc ça risque de se reproduire ». 73, guerre du Kippour, est exactement la même chose que le 7 octobre, mais pareil. La commission d'enquête à Granat de 73 raconte ce qu'un jour une commission d'enquête sur le 7 octobre racontera. On savait tout, on n'a rien compris. La commission d'enquête du 11 septembre dit la même chose. Et donc ces éléments-là, ils doivent nous permettre non seulement de comprendre le réel, d'anticiper l'avenir et éventuellement, comme le dit si bien Nicole, non seulement de l'anticiper, mais parfois même de le choisir. Et je voudrais, avant de lui passer la parole, faire une petite citation. À mon avis, elle s'y retrouvera. Au cours de ces dernières années, le courant a filé si raide et si vite qu'on a peine à distinguer dans la brume rétrospective cette anse lumineuse où jadis 2 hommes d'État sous la tonnelle, le verre en main et la fumée aux lèvres, échangeaient des propos alternés. L'Europe a subi en un instant une transformation si profonde qu'elle fait songer à ce que la géologie nous apprend, des élaborations métamorphiques. On croyait que la facilité et l'accélération des communications allaient dilater les nations. Elle n'a fait, dans un resserrement général, que leur donner une conscience plus jalouse et plus exclusive de leurs différences et de leurs intérêts. Nous avons vu les blocs voisins du nôtre procéder à un phénomène de fusion intérieure et de durcissement périphérique qui les rend de plus en plus homogènes et de plus en plus impénétrables. Alors ce texte est au début de l'avant-propos de Nicole Gnesotto. Il est de Paul Claudel parlant d'Aristide Briand et il date de 1936. Appuie sur le bouton. Ce qui veut dire que toutes les générations ont sans doute pensé que le pire était devant elles. Mais avant de commenter, juste en faisant référence à ce que racontait Alain sur son propre passé d'acteur, moi, il se trouve qu'effectivement, j'ai connu, je n'ai pas été responsable de la gestion de ces crises, mais j'étais au Quai d'Orsay entre 89 et 92, donc au moment de la chute de l'Union soviétique, de la libération de l'Europe centrale, de la libération de l'unité allemande, à une période où la France avait tout faux, me semble-t-il, sur l'unité allemande. Ensuite, je suis rentré à l'Union européenne en 2000-2001, au moment des attentats du World Trade Center, et où l'Union européenne a commencé à se dire que peut-être elle ne comprend rien au monde dans lequel elle vit. Et puis ensuite, il y a eu 2003, la guerre en Irak, et je dirigeais ce centre de sécurité de l'Union européenne, et je me souviens que c'était une période absolument fascinante dans les relations transatlantiques. Je ne sais pas ce que donnera les élections américaines dans moins d'un mois, mais il est possible qu'on ait de nouveau des relations transatlantiques extrêmement difficiles. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que à chaque fois, j'ai eu le sentiment, non pas, comme le dit Alain, d'avoir su beaucoup de choses et de ne rien avoir vu venir, mais j'avais le sentiment que les responsables politiques, aussi bien nationaux qu'européens ou que de l'OTAN, qui géraient les crises, les géraient toujours avec le même schéma en tête, le même logiciel, qui ne permettait pas véritablement d'innover dans la gestion des crises locales ou mondiales. Et c'est ce sentiment qui m'a beaucoup habité, ce sentiment qu'on a, nous,
Français, européens, occidentaux, on regarde le monde toujours avec les mêmes lunettes, sans s'apercevoir que le monde a totalement changé et que notre inquiétude, qui est, j'imagine, partagée dans cette salle aujourd'hui, notre inquiétude sur l'avenir, nous avons tous le sentiment que tout va de plus en plus mal, que les États ne contrôlent rien, que la guerre est devant nous, que peut-être sinon la pauvreté, en tout cas l'appauvrissement est devant nous, sans parler du réchauffement climatique, des catastrophes à venir, sans parler d'un nouveau virus, sans parler de l'intelligence artificielle qui va nous priver peut-être de notre liberté, de notre vie privée. On a tous ce sentiment, de quel côté que l'on regarde les évolutions mondiales, que le pire est inévitable. Et c'est ça qui m'a au départ amené à écrire ce livre, c'est ce refus de l'inévitable, ce refus de cette fatalité du pire qu'on nous assène à longueur de médias et à longueur de journaux. Et j'ai essayé dans ce livre de m'interroger, pourquoi avons-nous le sentiment que tout va de plus en plus mal, alors que, comme l'a très bien cité la citation que moi-même j'ai faite de Paul Claudel, alors que ce sentiment du pire à venir est un sentiment répandu pratiquement à chaque génération. Alors, il y a des générations qui ont vraiment connu les pires, celle de la Seconde Guerre mondiale. Notre génération à nous est une génération, celle d'Alain et moi est une génération bénie dans l'histoire de l'Europe. Nous sommes une génération privilégiée. Nous n'avons rien connu de mal, ni la guerre, ni le chômage, ni la misère, ni rien du tout. Or, c'est notre génération qui va laisser aux générations à venir ce monde absolument déplorable. Autrement dit, ce sentiment du pire que nous avons, c'est le résultat de notre échec à nous, de l'échec des baby-boomers qui laissent un monde complètement chaotique. Et donc, je reviens à mon propos. Pourquoi avons-nous ce sentiment que tout va aller de plus en plus mal, alors que c'est un sentiment générationnel assez fréquent? Et mon idée était tout simplement de remarquer que cette angoisse de l'avenir, cette inquiétude sur la guerre, le réchauffement, la misère, la science, les États-Unis, et sans parler de nos crises démocratiques à l'intérieur, montée de l'extrême droite, des populismes, etc. Ce sentiment est un sentiment qui n'est absolument pas partagé sur la planète. Ce malaise occidental, c'est vraiment le malaise du petit Occident. Et quand on regarde le reste du monde, 7 milliards de gens ne pensent pas comme nous. 7 milliards de gens, alors je ne dis pas qu'ils sont tous heureux et qu'ils applaudissent à la mondialisation telle qu'elle se déroule, mais pour 7 milliards d'individus sur la planète, la mondialisation, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit aujourd'hui, n'est pas une catastrophe à venir, c'est une aubaine possible. Et les chiffres des Nations Unies, par exemple, sont très intéressants. Vous avez, depuis une vingtaine d'années, 1 milliard de gens qui sont sortis de l'extrême pauvreté. Et donc, ce sentiment que nous avons du pire à venir est un sentiment d'occidental. Et je crois qu'on aurait tort de croire que le monde entier partage ce pessimisme. Le monde entier est une formidable souffle, un formidable souffle d'espoir, d'espérance, de renouvellement. Alors, ils sont pas, bien sûr, le plus souvent guidés par des dictateurs, etc. Mais je crois qu'à trop penser le monde uniquement à partir de notre réaction d'occidental, on s'attire des lendemains qui vont encore plus déchanter. Et c'était ça le point de départ du livre, pour refuser la fatalité du pire qu'on nous assène, en particulier en Europe, en nous disant que la guerre de haute intensité est devant nous, qu'il faut se préparer, etc. Toutes choses que je déteste entendre de la part de nos dirigeants, de nos dirigeants politiques. Si l'on veut essayer de comprendre pourquoi, il faut d'abord relativiser ce sentiment et il faut sortir de l'égo-occidentalisme qui nous caractérise. Alors après, je ne sais pas, c'est censé être un dialogue, alors soit tu m'interromps, soit je continue. Après, je vous explique effectivement comment on peut reprendre en main ce monde. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit notre angoisse, elle est vraiment celle de à peine 10% de la population. Hein. Donc, mais il faut quand même essayer de la comprendre, cette angoisse. Pourquoi avons-nous tous ce sentiment que tout va mal ? Ça peut être ma deuxième partie. Donc je vais pouvoir t'interrompre. Voilà. Alors, je crois qu'il y a toujours deux manières de traiter un sujet, entre la version dite pessimisto-optimiste et la version pessimisto-pessimiste.
Car en fait, sur le fond, quand on analyse un phénomène, en criminologie en tout cas, mais je crois qu'on n'est pas très éloigné avec Nicole, on commence par un diagnostic qui doit être partagé, on doit savoir de quoi on parle, et je crois qu'en la matière, la dégradation générale de la domination occidentale est un fait acquis, son isolement est un fait acquis, jamais il n'a été aussi isolé, y compris sur des votes symboliques aux Nations Unies. Jamais ces anciennes dominations impérialo-coloniales n'ont été aussi indépendantes. Jamais elles n'ont décidé de faire exactement ce qu'elles voulaient et pas ce qu'on leur disait. Jamais la relation entre le gouvernement des États-Unis et celui d'Israël n'a été aussi peu effectif ou efficace sur le thème Washington décide, Tel Aviv temporise ou décide de ne pas faire. Là, c'est exact. Il y a une inversion du processus et donc à peu près jamais Riyad, Brasilia, Delhi et autres, et je ne parle même pas de notre ex-précaré africain, n'ont autant décidé de faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, quand ils voulaient, et parfois même dans des conditions de rupture désagréables, sans emballage. Donc le premier élément, c'est le diagnostic partagé, c'est que tout va mal. Et dans mon métier, si tout va mal, tout va bien, du point de vue du besoin qu'il y a de former des analystes et des opérateurs. Car ce que nous formons, nous, ce ne sont pas des spectateurs qui analysent, mais des combattants. Des gens qui ont une mission d'agir, pas seulement de regarder et de faire une note de service en recto verso, et si possible en recto, parce que recto verso, c'est quand même long à lire. Il y a un enjeu aujourd'hui qui est cette acceptation de la réalité, et pendant longtemps, le déni de réalité a été un mode d'emploi. Ça ne peut pas exister parce qu'on ne veut pas que ça existe. Et ça a été un problème qu'on n'a pas vu venir après la chute du mur de Berlin, c'est ce que je racontais. Nous avons 3 de 9, alors les années en 9 sont un peu dangereuses, 79 parce que 3 épisodes ont lieu devant nos yeux et que nous ne comprenons pas, Kaboul en Afghanistan, la Mecque en Arabie saoudite et Téhéran en Iran, donc 3 effondrements de ce qu'était la réalité du monde qui amène une crise historique qui, 10 ans plus tard, amène la chute du mur de Berlin et donc une reconstruction du monde. 10 années de globalisation heureuse. Ça, tout le monde, la paix éternelle était arrivée, donc 10 années de désarmement. Alors le désarmement, ce n'est pas simplement désarmer les armées, c'est un désarmement général. C'est la globalisation industrielle, c'est la globalisation sanitaire, c'est la globalisation dans le médicament. C'est l'idée que l'économique va tout transformer et que le monde va se transformer en Erasmus géant et nous en immense musée pour touristes venus dépenser de l'argent, sans industrie, sans capacité à produire ce dont nous avons besoin, avec quelques résidus sauvés de l'ère gaulienne, Pompidou-gaulienne, on va dire, Airbus, quelques éléments d'assaut qui ont survécu envers et malgré tout, puisque l'idée générale était la globalisation sous drapeau non pas européen mais américain, ce qui est une des parties du problème, car l'Alliance Atlantique était largement supérieure en termes d'importance à l'Union européenne. L'Union européenne, c'était pour les échanges commerciaux, l'Alliance Atlantique, c'était pour la géostratégie mondiale. Et cette répartition entre les deux, la difficulté qu'il y a eu à avancer sur l'idée d'une défense européenne, d'une diplomatie européenne, ont été, et Nicole a fait beaucoup pour avancer sur ces questions, mais alors elle pourrait raconter à quel point c'était, entre guillemets, millimétrique. Un jour, je me rappelle, dans un des ouvrages les plus méconnus de Michel Rocard, que je rappelle de manière assez régulière, parce qu'il est non seulement méconnu, mais fondateur. Il avait écrit un livre, c'est un grand Européen, très convaincu, très dynamique, « Le marché commun contre l'Europe ». Il a expliqué pourquoi l'Europe de la financiarisation et des échanges, si elle n'était pas accompagnée d'une Europe des citoyens et de la politique et de la diplomatie et accessoirement de la défense, n'existerait pas. C'est la réalité. Et donc ce process-là, il est complexe. 10 ans plus tard, en 1999, l'Europe s'effondre à cause d'un événement qui est l'ex-Yougoslavie. Elle s'effondre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'accord avec les Allemands sur la reconnaissance. Alors la Slovénie, oui, la Croatie, non. Elle est un désastre parce que nous laissons les Américains décider de bombarder la Yougoslavie et notamment la Serbie, ce qui amène la rupture historique avec la Russie, y compris le plus europhile des premiers ministres, Primakov, qui fait demi-tour au-dessus de l'Atlantique, alors qu'il arrive avec un plan de paix au siège des Nations Unies à New York, puis à Washington, qui fait une réunion à Moscou du Conseil de sécurité nationale. Alors j'ai retrouvé les minutes que je donne dans le livre, parce qu'elles ont été déclassifiées aussi, et qui dit « tout est fini ». Tout est fini avec l'Occident. Pendant des dizaines d'années, nous avons cru que nous étions les méchants et qu'ils étaient les gentils. Nous sommes les mêmes. Nous devons nous préparer au conflit.
et depuis 1999, dans notre indifférence générale, parce que nous croyons toujours que l'économique va gagner sur le reste, à la place du reste. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, hein. C'est-à-dire que ça ne marche pas tout seul. Nous continuons imperturbablement à continuer à faire comme si de rien n'était. Et une partie de notre problème, il est que cette incapacité à assurer le choix de l'avenir, parce que moi je crois qu'il y a un choix vraiment de ce point de vue-là, on doit passer donc à la phase pronostic. Deuxième phase de la criminologie pratique, c'est la phase pronostic. Et la phase pronostic, c'est là où je vais redonner la parole à Nicole, c'est le moment où on décide, parce qu'on va se discuter des options qui sont possibles. On peut sauver le malade, la chirurgie va être très dure, la chimie va peut-être résoudre le problème, il faut peut-être une trithérapie où on abandonne tout de suite et on passe aux soins palliatifs. À toi, Nicole. Je voudrais revenir sur ce déni de réalité qui me paraît être au cœur du problème, parce que le déni de réalité nous conduit à un déni de l'altérité. C'est-à-dire, à force de ne pas vouloir voir que le monde change, eh bien, on ignore le monde et on ignore les 9 milliards d'individus sur la planète. Et c'est ça, je crois, qui est au cœur du malaise occidental. Alors, le déni de la réalité, c'est quoi? On l'a dit rapidement, tout le monde le répète maintenant, c'est devenu un lieu commun. C'est la crise de l'Occident. Mais il faut regarder dans le détail ce que ça veut dire. L'Occident, c'était un système international qui a été créé en 1945, quelque chose de très concret, qui a été créé par les Occidentaux au bénéfice des Occidentaux, puisque le reste du monde n'existait pratiquement pas. On appelait ça le tiers-monde. La Chine était complètement sous-développée, et le tiers-monde, entre guillemets, également. Et donc, c'était un système qui reposait sur 3 piliers très concrets, qui étaient l'économie libérale de marché, la démocratie politique à l'intérieur et la suprématie stratégique américaine, le leadership politique américain. Ces 3 piliers-là ont duré pendant 75-80 ans. C'est extraordinaire. Je crois que ça a été un immense succès de la part des Occidentaux après la Seconde Guerre mondiale. Mais il se trouve que l'Union soviétique va disparaître pacifiquement à cause de ses propres échecs, de ses pauvres faiblesses, qu'au début des années 90, donc le monde change, la mondialisation, puisqu'il n'y a plus de communisme, puisque tout le monde rentre dans l'économie de marché, le monde change. Or, l'Occident continue de penser que ces 3 piliers vont suffire à gérer le monde. Pourtant, ces 3 piliers s'effondrent en même temps. Premièrement, l'économie libérale de marché, c'est Trump lui-même qui, en 2016, dit « Mais attendez, ça ne va pas du tout, l'économie libérale de marché ne profite à la Chine et elle détruit la puissance américaine. » On a beau dire tout ce qu'on veut sur Trump, ça a été un premier dirigeant occidental à comprendre que la mondialisation, après cette décennie heureuse dont parlait Alain, est devenue un problème pour l'Occident. Elle appauvrit l'Occident. Deuxièmement, la démocratie politique, il ne faut pas faire un grand dessin pour voir qu'elle est en crise chez nous. Le problème aujourd'hui, c'est pas d'aller démocratiser la terre entière. Le problème, c'est de sauver la démocratie chez nous. Et l'élection de Trump, le Brexit, tout ça montre, plus le montée de l'extrême droite, etc. en Europe, tout ça montre bien que le système politique est en crise. Et troisièmement, la puissance américaine. Les Américains ont beau dépenser aujourd'hui plus de la moitié des dépenses militaires mondiales. La dépense, c'est à peu près 1200 milliards de dollars par an. Les Américains en dépensent plus de la moitié. Ils arrivent à rien gérer du tout. Et la puissance militaire américaine est maintenant contestée par la Chine de façon, crédible. Et donc, c'est ça qui s'effondre sous nos yeux aujourd'hui. Et c'est cela qu'on ne veut pas voir. Moi, je regrette beaucoup que le monde occidental se fissure. Je regrette beaucoup que nous ayons perdu notre superbe, notre prééminence. Mais c'est comme ça. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir. Et ce déni de réalité nous amène à un déni d'altérité. On ne veut pas voir, non pas que le reste du monde est en train de prendre le pouvoir. C'est pas si simple. C'est pas parce que nous sommes en train de le perdre que quelqu'un d'autre le prend. Mais on ne veut pas voir que ces temps bénis de la stabilité, de la puissance de l'Occident sont derrière nous, et quelle que soit la nostalgie que l'on peut avoir pour ce temps-là, il n'y a aucune façon de le faire revivre. Il n'y a aucune façon, il suffit de regarder la démographie. Nous ne faisons plus d'enfants. Nous étions 22%, nous Européens, de la population mondiale en 1900.
Aujourd'hui, c'est ce que pèse la Chine. Et nous, Européens, nous sommes 6% de la population mondiale. Quand on met les Américains avec nous, les Australiens, les Nouveaux-Zélandais, enfin tout ce qui fait en gros l'Occident, même si on met les Japonais, on n'arrive même pas à 10% de la population mondiale. Donc il faut quand même prendre en compte, ça ce sont des transitions historiques qui nous amènent à nous sentir mal. Ben, on se sent mal, diagnostic, et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour se sentir mieux? Alors je commande un petit remède. Le premier remède, mais c'est difficile, et je trouve que c'est un sujet vraiment, enfin, pour moi difficile, c'est pour ça que j'ai mis plus de 2 ans à faire ce livre, c'est est-ce que l'on pense l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe, l'avenir du monde, en termes de nous d'abord, ou est-ce qu'on pense en termes de tous ensemble? Ça, je crois que c'est le dilemme majeur si l'on veut sortir de l'impasse actuelle. Et on voit d'ailleurs chez les Occidentaux et chez les non-Occidentaux, on voit qu'il y a à chaque fois un débat, il y a une double possibilité. Les Occidentaux, on hésite entre nous d'abord, hein, on essaye de garder les positions acquises et tant pis que pour les autres, on essaye de s'opposer à la montée en puissance de la Chine, de la Russie, de l'Iran, etc. Je ne dis pas que ces pays sont fréquentables, mais on est dans... La première stratégie, c'est nous d'abord, on défend les positions de l'Occident et tant pis pour les autres. Ou alors, la deuxième stratégie, c'est stratégie d'adaptation. On essaye de comprendre que, bien sûr, il faut leur faire de la place, qu'on n'est plus grand-chose en termes démographiques et que donc les institutions doivent faire, par exemple, une place pour l'Inde au Conseil de sécurité des Nations Unies, doivent associer davantage un grand pays africain, voire le Brésil. Le Brésil est un pays formidable qui essaye d'inventer des nouvelles formes de diplomatie et qu'on renvoie dans ces brancards comme si c'était rien du tout. Donc, on voit bien, en Occident, il y a ces deux options. La stratégie nous d'abord ou la stratégie tous ensemble, on essaye de s'adapter. Chez les non-occidentaux, c'est pareil. Il y a ceux qui essayent de rentrer dans le système, qui essayent d'apporter quelque chose au système, de revendiquer une place légitime dans un système qu'ils ne contestent pas, comme le Brésil, comme l'Inde par exemple. Et puis il y a ceux qui rentrent dans le système, qui veulent le détruire, comme la Russie qui veut complètement détruire l'ordre occidental. Et la Chine, évidemment, est le grand problème parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle veut, moi je crois qu'elle veut tout. Elle veut rentrer dans le système, elle veut en même temps le détruire et elle veut contourner le système en créant un autre. Mais voilà, la question fondamentale, me semble-t-il, un des remèdes, c'est de savoir si on continue à penser en termes de nous d'abord les Occidentaux parce qu'on a raison sur tout et on est bon et on est puissant, etc. Et tant pis pour les autres. Ou est-ce que c'est une stratégie où on essaye de penser avec les autres? Est-ce que c'est donc une stratégie de restauration du pouvoir occidental ancien, ou est-ce que c'est une stratégie du partage? Et moi, je pense qu'il faut une stratégie du partage, que c'est absolument inévitable. Mais si vous l'appliquez, par exemple, à la scène, si ce dilemme, il est vrai pour le monde, mais si vous l'appliquez à la scène française, vous voyez que c'est un vrai dilemme, mais qui est extrêmement difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est dans la stratégie du partage. J'ai l'impression que tout le monde est dans la stratégie nous d'abord, et que mort s'en suive. Alors, vous l'avez vu, j'ai une autre solution. Diagnostic, donc, partagé, pronostic discuté, et normalement, on arrive à une thérapeutique disputée. C'est le moment où nous avons décidé d'être ou de ne pas être d'accord. En fait, je vous ai parlé de 1989, j'ai oublié un événement, Tiananmen. Tiananmen est un moment où le monde a failli basculer vers la démocratie, et il n'a pas basculé vers la démocratie parce que nous avons fait le choix du communisme de marché, c'est-à-dire du capitalisme sans la démocratie, parce que c'était plus important que la démocratie avec le capitalisme. Ce choix a été fait par l'homme de la démocratisation économique de la Chine, Deng Xiaoping, qui ne voulait surtout pas d'une démocratisation politique. Parce que la question du pouvoir central et de l'existence des empires est quelque chose qui nous échappe totalement. Nous avons tout oublié des frontières, de la foi, des tribus et des empires. Quand je veux donner un vrai sujet à mes étudiants en Bretagne, à mes futurs analystes du renseignement, je leur demande de lire un vieux Mallet et Isaac des années 30, où il y a la carte des empires, les empires centraux et les empires coloniaux. Et cette carte est extraordinairement parlante. Quand vous voulez comprendre ce que pense un dictateur ou un chef d'État, bon, parfois les deux réunis, vous regardez la carte qui est derrière lui. En général, elle ne porte pas exactement les mêmes limites géographiques que votre livre de troisième. Pourquoi? Parce qu'ils se projettent tous vers quelque chose.
Alors nous, c'était l'Alsace-Moselle pendant un moment. Les Russes, c'est le russe de Kiev, dont je rappelle qu'il n'a jamais été russe, mais même, il s'appelle RUS, mais c'était des Varegs. Mais le moment où le roman national prend le dessus sur le récit national est un sujet important. Prenons nous. Alors, soit nos ancêtres sont les Gaulois, soit nos ancêtres sont les Francs. Mais les Francs et les Gaulois ne sont pas le même peuple. Nous portons le nom de nos envahisseurs qui nous ont vaincus. Bon, c'est pas facile à traiter, alors on a réglé la question sous la Troisième République en inventant un roman national que vous avez désormais sur France Télévisions le soir, Notre Histoire, qui est un pur produit de la Troisième République, magnifiquement réhabilité, qui d'ailleurs va faire un grand succès. Pourquoi ? Parce que tout peuple a besoin de ses propres racines et qu'on ne peut pas le faire évoluer en coupant la tige sur le thème « on va vous réimplanter ailleurs et ça va être mieux ». Ça ne marche pas, même pour ceux qui ont vraiment la main verte. Et donc la question centrale de le marché commun contre l'Europe, c'est devenu la globalisation contre l'Occident. Ce qu'a très bien compris effectivement Trump, qui au moins sur la question business n'est pas le plus stupide des responsables politiques américains. Et donc la question que nous avons aujourd'hui en termes thérapeutiques, c'est effectivement nos choix. D'abord, le premier choix, il est le rabougrissement, la peur de disparaître démographiquement, migrationnellement, alors dans les deux sens d'ailleurs, entre ce qu'on perd et ce qui arrive, l'idée que nous ne comprenons pas de cet extraordinaire désir d'Europe, un désir absolument symbolique, exceptionnel, qui existe partout, une vision de l'Europe idyllique, sauf en Europe, ce qui est quand même assez fascinant, notre propre autodénigrement. La résurgence d'empires dont nous ne comprenons pas ce qu'il a. Nous parlons des Turcs, mais ce n'est pas les Turcs, c'est l'Empire ottoman. Nous parlons des Iraniens, mais ce n'est pas les Iraniens, c'est l'Empire perse. Nous parlons des Russes, mais ce n'est pas l'Empire russe, c'est l'Empire russo-slavo-orthodoxe. Et donc chaque fois, nous perdons cette dimension parce que nous avons éliminé la foi comme un sujet secondaire et comme si, contrairement à ce que pense le Conseil d'État, pardon, Madame l'administratrice générale, la laïcité n'est pas une neutralité. On ne regarde pas de loin ce qui se passe en dessous. C'est une dynamique. La dynamique de la laïcité, se permettre de croire, de ne pas croire ou de changer de religion, c'est pas de regarder les religieux et les extrémistes religieux s'étriper, s'assassiner ou s'invectiver. Il y a une affirmation. Et pendant des années, on a cru que tout était relevé du domaine de l'évidence, qu'il n'y avait plus besoin de rien faire, puisque, on avait gagné, c'était la fin de l'histoire. Alors la fin de l'histoire, c'était la fin de l'histoire des autres. C'était la victoire de notre histoire, mais les autres avaient disparu. En fait, pas du tout. Tout le monde s'est réveillé. Et au moment où on a ouvert le congélateur yougoslave, tout a commencé à fondre. Les frontières sont revenues. Les conflits qui ont lieu aujourd'hui sont sur les lignes de rupture inventées par la géographie postcoloniale, essentiellement anglaise d'ailleurs, qui a créé sur la Durand Line, au Baloutchistan, à Sokoto, au Cameroun et ailleurs, toutes les lignes de conflits purulentes sont nées du découpage britannique. Et quand je fais court, et ça m'arrive de temps en temps, à nos amis anglais, et que j'essaye de les provoquer, ça a été mon plus grand échec. D'ailleurs, l'humour avec les Anglais est un truc que les Français ne savent pas bien maîtriser. Je leur dis, vous êtes formidables, nous on a une sorte de remords colonial, on considère qu'on ne s'est pas bien comporté, du coup on ne sait pas très bien comment on est dans la relation avec nos amis algériens, marocains, tunisiens et autres. Vous êtes formidables, vous avez créé le chaos pour l'éternité et plus si affinité, et vous en êtes fiers. Et le patron du MI6, que je citerai, Sir Richard Dearlove, me regarde avec un grand sourire, et alors que je pensais qu'il allait me dire « Cher ami, vous n'êtes pas là pour cracher dans la soupe, soyez poli, etc. » Il me regarde et il me fait « You perfectly understood the concept. » Et nous avons un petit sujet sur ces questions-là, c'est que de temps en temps, nous avons beaucoup plus pervers et beaucoup plus manipulateurs que nous. En fait, on est souvent des amateurs dans ces questions de stratégie internationale. Et donc, la question qui est aujourd'hui, c'est de quoi a-t-on besoin pour s'en sortir ? D'abord, je crois qu'il faut rassurer nos propres populations sur le fait qu'elles ne vont pas disparaître, elles vont évoluer, parce que c'est notre histoire. Et quand on reprend, j'écris ça dans un livre qui paraîtra en janvier, qui s'appelle « La conquête de l'Ouest ». Chacun y verra ce qu'il y veut. Qui s'appelle « Migrations, immigrations et démographie ». Car la question démographique est absolument essentielle. Le pays qui disparaîtra le plus rapidement en démographie, c'est la Russie. La Russie disparaîtra largement avant nous. Nous avons 10 à 12 ans d'avance sur la Russie en termes de maîtrise de notre niveau de maintien de population, plus évidemment
l'allongement de la durée de la vie. Donc il y a des problématiques qui sont très différentes de ce que nous croyons. Eux, ils vont disparaître inéluctablement. Ils ont perdu 1 million de jeunes gens qui ont fui la Russie et ils ont à peu près 1 million de morts et de blessés handicapés qui ne peuvent plus créer les conditions. Voilà. Plus tout ce qui était l'innovation, la modernité, la créativité, c'est tiré ailleurs. Essentiellement dans les pays baltes, mais pas seulement. Et donc il y a une chance formidable pour l'Europe, qui est une chance non dite, qui est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'autodestruction de la jeunesse russe par le pouvoir russe lui-même au nom de l'idée qu'il va la sauver. Deuxième élément, il y a la problématique qui est comment, en rassurant les populations et en évitant justement qu'elles se perdent, c'est-à-dire en leur rappelant ce qu'est leur histoire, leur culture, leurs origines et la fierté qu'il y a à assumer cette histoire gaulo-franque, eh bien, il y a un esprit d'ouverture qui a été celui de l'édit de Nantes. Car je rappelle qu'entre l'édit de Nantes et sa révocation, il y a eu la création d'une France riche et puissante, l'autodestruction de la France et la création d'une Angleterre et de Pays-Bas riches et puissants, et puis une recréation de pouvoir et de richesse avec des allées et des retours entre le moment où on se renfermait et on s'approvissait, et des moments où on s'ouvrait, et ce choix-là, eh bien, il doit être convaincant. Or, pour l'instant, il y a la peur de l'autre sans rassurer ceux qui ont peur. C'est la double peine, véritablement. Et puis le troisième épisode, c'est avec qui ? Car en fait, nous avons des alliés inattendus. La haine entre l'Inde et la Chine nous amène à avoir une chance historique. Ce que nous avons raté en 89 à Tiananmen, malgré les conditions du pouvoir de l'actuel Premier ministre, qui a une vision rugueuse de la démocratie locale, on va dire, et une gestion compliquée de ses relations avec sa population musulmane, est quand même un enjeu formidable pour l'Europe de se retrouver un allié central. Nicole a raison sur la relation que nous devrions avoir avec le Canada, dont elle n'a pas parlé, mais avec le Brésil, qui est un enjeu à la fois en termes d'espace, pas vraiment de population, mais qui est là. La question de l'Indonésie, dont on parle peu, mais qui est un des plus grands États musulmans du monde, devrait nous préoccuper. Et donc l'idée que nous pourrions enfin retrouver, par l'idée qu'ils se font de la France et de l'Europe, un espace de développement est une garantie de notre survie, pas exactement la même qu'avant, mais elle n'a jamais été la même que précédemment. Jamais. Nous n'avons jamais été tout à fait les mêmes, mais nous avons gardé des éléments. Et aujourd'hui, la rupture, c'est qu'on veut nous déraciner au nom de l'échange, alors qu'il faut nous réenraciner au nom de la confiance que nous pouvons avoir avec les autres. Et cette thérapie-là, qui est plutôt homéopathique que chirurgicale, qui fait moins mal mais qui est plus lente, elle est un choix qu'il va falloir assumer, c'est-à-dire reparler aux populations en jouant sur leur intelligence collective. Ce que les gens nous reprochent, alors c'est assez facile, Nicole et moi, nous avons une visibilité téléviso-médiatique, et en plus sur des émissions où les gens ne vous insultent pas quand ils vous reconnaissent dans la rue, ils vous posent des questions où ils viennent discuter avec vous de ce que vous avez dit, parce qu'ils se rappellent, un, qui vous êtes, et deux, de ce que vous avez dit. Ce qui est à peu près la différence avec les chaînes de divertissement en continu qui, paraît-il, font de l'information. Où le concours de clash est l'élément le plus intéressant et où l'impossibilité de finir une phrase est l'enjeu d'une vraie réussite. L'enjeu, c'est que dans une logique c'est dans l'air, pour dire les choses, eh ben, on peut faire passer beaucoup d'idées, y compris faire admettre la complexité, parce qu'on reconnaît le réel, on l'accompagne dans un processus où on aide les gens à se faire leur propre opinion et on leur offre des opportunités et des possibilités de choix. Et dans ce choix-là, et je reviens au titre du livre de Nicole, Choisir l'avenir, justement, ce choix devient subitement possible parce qu'il pense avoir les cartes en main pour ne pas être dépendant ou dominé, mais partie prenante du choix qui est là. Et c'est un des enjeux les plus importants, je crois, de ce que peut faire, par exemple, ou ce que nous essayons de faire ici au Conservatoire et au-delà du Conservatoire quand on porte la parole de nos sciences respectives. Alors, je vais d'abord commenter une phrase. Je vais commenter une phrase sur l'histoire. Oui, l'histoire, c'est fondamental pour comprendre les crises ou le malaise. Mais ça n'est pas la solution pour agir. Et je crois qu'il faut vraiment faire la différence. L'histoire, il faut connaître l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Mais la solution n'est pas dans la répétition de l'histoire. Je prends un exemple évident, conflit israélo-palestinien. Il faut comprendre, il faut connaître l'histoire, il faut la comprendre. Mais ça n'est certainement pas dans l'histoire qu'on va trouver la solution
du conflit israélo-palestinien, parce qu'il n'y a pas de solution dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est la même terre pour deux peuples, donc il n'y a pas de solution. La solution, elle ne peut être que dans le droit. Et c'est là où il faut faire intervenir le droit international qui a décidé de quelque chose en 1947 et dont on espère que c'est encore une possibilité de peuples, deux États dans des frontières sûres et reconnues. Mais voilà, donc moi je ferai cette nuance. Il faut effectivement que tes élèves lisent le Manet Isaac, mais il faut aussi qu'ils lisent le Lagarde et Michard, par exemple, parce que c'est l'histoire de notre civilisation, c'est l'histoire de notre culture, ça doit nous imprégner d'intelligence, mais surtout pour ne pas répéter l'histoire. Autre exemple, le Kosovo, la Serbie et le Kosovo, il faut connaître l'histoire de ces deux pays, mais surtout pas se servir de l'histoire pour régler le problème. C'est ce que essayent de faire les Serbes depuis la guerre de 99 et ils n'y arriveront jamais. Donc je termine cette parenthèse, je reviens à ma deuxième proposition pour essayer de reprendre un peu de pouvoir sur ce désordre mondial qui nous accable. La deuxième solution, elle est comme la première, c'est une solution qui est trempée de modestie. Alors je sais que la modestie aujourd'hui est un terme à la mode dans la politique française, il faut être modeste, mais je crois que c'est une valeur, la modestie, et parce que ça permet d'écouter. Ça permet d'écouter les autres. Et mon deuxième proposition, enfin le deuxième dilemme, je crois, qui agite aussi bien les occidentaux que les non-occidentaux, mais c'est plutôt les occidentaux, je crois, c'est de savoir s'il faut penser le monde, les crises, la France en termes de bien ou de mal. Et c'est difficile de dire qu'on choisit le mal contre le bien. Donc on est obligé de choisir le bien contre le mal. Est-ce qu'on pense comme ça? Et si on pense comme ça, on n'arrivera à rien. Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un éloge de la complexité, pour reprendre ce que disait Alain? Et là, j'ai une phrase de Raymond Aron que je trouve d'une intelligence absolument lumineuse, où il écrit en 79... En politique, la question n'est pas de choisir entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Et si on applique ce principe d'action, aussi bien en politique intérieure qu'en politique extérieure, alors on a une autre lunette pour regarder les crises. Je prends les guerres. Si on pense en termes de bien et de mal, il est évident qu'on défend Ukraine et Israël coûte que coûte, quoi qu'il arrive, jusqu'à l'extinction de la Russie et l'extinction du Liban, de l'Iran, etc. Si on pense en termes de préférable plutôt que détestable, alors on a une vision qui est moins parfaite, une analyse du compromis peut-être plus acceptable. Alors il ne s'agit pas de faire des compromis avec des groupes avec lesquels on n'a rien de commun. Donc le compromis ne se fait pas avec tout le monde. Les groupes terroristes sont des groupes terroristes avec lesquels il n'y a pas de compromis possible. Mais avec les États, entre États constitués depuis des millénaires, il y a peut-être des voies à trouver. Alors c'est difficile à dire et c'est difficile à entendre parce que la complexité dans notre société qui est devenue une société totalement simpliste où vraiment, comme on pense en termes d'émotion, on ne pense plus. On pense devant des images effrayantes et donc on pense il faut soutenir le bien contre le mal. Mais du coup, on ne pense plus. Et donc, c'est très difficile à prôner, mais je crois que cette phrase de Raymond Aron devrait être inscrite devant toutes les universités. Il ne faut pas penser en termes de bien et de mal, mais entre de préférable et de détestable. Et sur la guerre et la paix, ça ouvre des possibilités pour... alors, je ne dis pas un règlement, il n'y aura pas de règlement entre l'Ukraine et la Russie, il n'y aura pas de règlement entre Israël et les Palestiniens, mais au moins pour des apaisements, même temporaires, des armistices, des suspensions qui permettent aux diplomates, aux analystes, aux gens d'imaginer. Je veux dire, nous avons une intelligence exceptionnelle pour penser des choses incroyables, l'intelligence artificielle ou aller sur Mars ou je ne sais quoi. Je n'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas une intelligence exceptionnelle pour trouver des solutions durables à des crises séculaires. Et donc, un autre exemple, par exemple, sur l'économie.
soit on choisit en termes de bien et mal, soit on choisit en termes de préférable, détestable. En termes de bien et mal, ben le bien, c'est la doctrine libérale, hein, la doctrine libérale de marché, l'économie libérale de marché. Donc ce qui est bien, c'est l'ouverture des marchés, l'interdépendance économique, et puis parce que plus il y aura d'interdépendance et d'ouverture, plus il y aura accroissement de la richesse mondiale, et par une théorie du ruissellement dont j'ai jamais, en tout cas, compris qu'elle arrivait jusqu'à moi, ma petite personne en tout cas, par une théorie du ruissellement, eh bien la pauvreté petit à petit diminuera dans le monde au fur et à mesure que le monde s'enrichira. Ça, c'est le bien, la théorie, etc. Quand on regarde le préférable plutôt que le détestable, on se dit que ben, les choses ne marchent pas comme ça, que si on n'a pas des politiques volontaristes de réduction de la pauvreté, aussi bien dans nos pays que dans le monde, eh bien, il n'y aura jamais de théorie du ruissellement. Quand on regarde les chiffres, je veux dire, on marche sur la tête. Vous savez que tous les ans à Davos, les chefs d'État et les chefs d'entreprise les plus riches de la planète se réunissent, y compris avec les Chinois. Les Iraniens, je ne suis pas sûre. Est-ce qu'ils vont à Davos? Non. Hein. Ils sont, maintenant, les Russes sont exclus, mais les Iraniens... Bref. Parenthèse dans la parenthèse, il y a eu des élections en Iran. Personne ne les prend en compte. On fait comme si l'Iran n'avait jamais changé, ce qui est, je ferme la parenthèse. Mais donc à Davos, leur livre de chevet, c'est un rapport d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle Oxfam et qui tous les ans donne un rapport sur les inégalités dans le monde. Et dans le rapport 2023, qui est largement commenté par tous les grands de ce monde, il y a ce chiffre exceptionnel qui est que depuis 2020, donc depuis 4 ans, 1% de la population mondiale accapare les 2/3 de la production de richesse mondiale, soit 42 000 milliards de dollars. Moi, je trouve que quand on regarde ces chiffres, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter de l'équilibre de la planète, parce que ça n'est pas possible, sauf à modifier complètement l'économie libérale de marché, ça n'est pas possible que cette économie, que la pureté du modèle économique arrive à résorber la pauvreté dans le monde. Et donc c'est là où il faut le préférable, c'est-à-dire on tord l'économie libérale et on met un peu de protectionnisme, un peu de contrôle des marchés et surtout beaucoup de redistribution volontariste de la richesse. Moi je suis pour la redistribution volontariste de la richesse. Alors je sais qu'on ne fait pas de politique intérieure au CNAM, mais moi je suis pour taxer les super riches, il n'y a aucun problème, le monde s'en portera beaucoup mieux, je veux dire, et c'est pas les 75 foyers qu'a annoncé Barnier, ça c'est rien du tout, mais il y a eu un économiste formidable qui est venu aussi 2 fois ici dans les forums Europe, je crois qu'on en a fait en tout avec Louisa Chérif-Loisani, on en a fait 70 ici dans j'avais fait venir 2 fois, peut-être même 3, mais en tout cas 2 fois Daniel Cohen, qui est un des grands économistes français qui est malheureusement mort l'année dernière, il y a juste 1 an. Et Daniel avait fait, comment dit-on, soutenu un nouvel jeune économiste qui est maintenant vieilli, mais qui est aussi un type incroyable, dont j'oublie le nom au moment où je vous parle. Zuckman, et j'ai oublié son prénom, André Zuckman. Ce type, non pas André, ça c'est Glucksmann, oui. J'ai oublié son nom. Le Zuckman en question, c'est un économiste tout à fait reconnu, qui a passé des années à étudier, donc à faire des études sur l'imposition dans le monde, et en particulier en France, et qui montre, alors je n'ai plus les chiffres en tête, comment le 0,001% des plus riches en France, non seulement échappent totalement à l'impôt sur le revenu, mais profitent du système français parce que tous les revenus privés sont mis dans des holdings qui ne sont pas taxés sur l'impôt sur le revenu. Je vous conseille de lire... Gabriel Zuckman. Avant de mourir, Daniel Cohen a écrit un tout petit livre qui s'appelle Une brève histoire de l'économie mondiale, qui est un chef-d'œuvre absolu, et dans lequel il explique comment nos systèmes capitalistes ne sont pas réformables parce que personne n'essaye de regarder autrement que dans la lunette de la théorie. Donc ça, c'était, je suis beaucoup trop longue, c'était mon deuxième choix, mon deuxième dilemme, c'était arrêtons de choisir des choses simples, le bien contre le mal, et essayons de penser la complexité, le préférable contre le détestable. Alors, dernier élément, c'est nous avons un ennemi nouveau qui s'appelle la tiktokisation des cerveaux.
qui ne concerne pas que les jeunes générations, car l'addiction à ce petit machin est développée dans à peu près tout, du boomer qui, soi-disant, est très inquiet pour ses enfants, jusqu'à de très jeunes enfants dont toute une série des développements cognitifs sont altérés par ce que, pendant longtemps, on appelait la fédulogie en parlant de la télévision. La télévision fait beaucoup moins de mal que les smartphones et les tablettes. Pas par leur existence, mais par leur durée, sans contrôle et sans accompagnement. Et donc, une partie des problèmes que nous avons, c'est rétablir du temps de cerveau disponible alors qu'il s'est rétracté. Pour prendre un exemple, quand je suis arrivé au CNAM, tout fier, en 2009, je faisais des cours de 3 heures magistraux et il y avait une pause de 15 minutes pour vapotage et autres besoins naturels. Aujourd'hui, les cours sont interrompus toutes les 15 minutes. Ah bon ? Avec une petite pause, puis 15 minutes, puis on passe à quelqu'un, un invité, une animation. Alors, je précise que ceci permet une très forte augmentation du niveau de suivi des étudiants. Nous nous sommes adaptés au public. Nous lui parlons un langage qu'il comprend, dans des durées qu'il comprend, sur des capsules qu'il comprend et dans des problématiques qui permettent d'augmenter le niveau de qualification. D'ailleurs, pour donner un exemple, mes étudiants de licence de Ploufragan sont bien meilleurs en termes analytiques que l'étaient pendant longtemps mes étudiants de master qui avaient encore le cours magistral. Pourquoi ? Parce qu'à Ploufragan, il y avait un tutorat de proximité très serré. Et donc, on voit bien la différence qu'il y a dans la capacité à gérer et adapter les problématiques. Mais la TikTokisation, elle a un deuxième effet. C'est l'addiction. Parce que derrière le TikTok, il y a l'algorithme. Et l'algorithme, c'est un algorithme enfermant. Il vous enferme vers le choix initial qui a été le vôtre et vous convainc que quoi que vous pensiez, c'est la seule pensée disponible. Et chaque intervenant qui vient dans le mécanisme d'addiction du TikTok vous parle de la même chose. Il n'y a pas de confrontation ni à des options alternatives. Alors, je ne parle pas de réalité alternative, je ne vais pas tomber dans le trumpisme, puisque la réalité alternative, c'est la seule réalité est la sienne, ce qui pose quelques sujets. Mais sur des options alternatives. Et nous, notre problème désormais n'est plus de dire la vérité. C'est une erreur. Vouloir affirmer la vérité et imposer la vérité, c'est se faire mal et se faire éjecter. C'est de créer le doute. C'est d'ailleurs de donner des éléments permettant à celui qui vous écoute de douter, donc d'aller vérifier si effectivement il n'y a pas une idée alternative, aller la chercher lui-même, sortir des 137 biais cognitifs qu'on a réussi à identifier, dont j'arrête de donner la liste aux étudiants parce qu'en fait, je les déshumanise. C'est-à-dire, on arrive tous les biais cognitifs, on n'est plus rien. Nous ne sommes qu'une accumulation de biais cognitifs. Le tout, c'est de le savoir. Et donc l'idée qu'ils se rendent compte que cet élément, le biais de confirmation notamment, qui est le pire, sont des éléments qui... Voilà. Pourquoi on fait ça ? Parce que quand moi je leur explique ça, je suis certes un ami de la famille, je suis un extérieur, mais je suis quand même en train de leur donner des leçons sur un métier qui soit est le leur, soit va devenir le leur et qui n'est pas le mien. Par contre, quand je viens faire raconter par un ancien responsable d'un des services pourquoi il s'est planté, comment il s'est planté, à ce moment, ils font subitement le lien entre le conceptuel, qui a été la partie de mon enseignement, et le réel, qui a été « voilà comment ça a merdé ». Ce sujet-là est absolument essentiel. Et c'est la chance du conservatoire de pouvoir le faire en sortant justement de la théorisation absolue où le livre voudrait répondre à toutes les questions, car ce n'est pas vrai. Et la relation qui existe entre opérationnel et conceptuel est ce qui désormais nous est le plus demandé. Mes étudiants professionnels demandent désormais de plus en plus d'éléments introductifs dont j'avais largement réduit la part, pensant justement que ça les ferait décrocher. Pas du tout. C'est une erreur d'analyse, un biais, qui est le mien. Ils demandent de plus en plus de théorisation de leur pratique, car nous partons d'une pratique ou d'une idée de leur pratique ou de la manière dont ils pensent que va être leur pratique et qui leur est enseignée par des collègues qui sont beaucoup plus opérationnels. Cet enjeu-là, la dé-tiktokisation, ou en tout cas l'utilisation de TikTok pour faire de l'anti-TikTok, c'est-à-dire qu'il va chercher plus loin, plus profond, plus complexe
et toujours en utilisant les réseaux ou Internet d'ailleurs, mais ça les fait sortir de l'algorithme qui ne sait plus exactement ce qu'il pense, puisqu'il commence à penser différemment de ce qu'a été l'indication initiale qui avait permis de les enfermer. Donc nous les libérons quelque part, ça ne donne pas toujours des résultats fantasmagoriques, mais ça en donne des bien meilleurs que quand on leur essaye de dire c'est la vérité, il n'y en a qu'une seule. Car ceci est réfuté et rejeté de manière mécanique désormais. Ça ne marche pas. Et il faut comprendre que ça ne marche plus pour pouvoir justement rétablir une forme de vérité qui est un compromis entre plusieurs sources, mais qui sort de l'affrontement entre ma vérité est bien meilleure que la tienne, mais non, mais si, mais non, mais non, qui fait qu'aux États-Unis, où je travaille et où je réside de temps en temps, on ne peut pas parler de politique à table, puisqu'on ne peut pas manger, quoi. À la fin, il n'y a plus de table, il n'y a plus d'assiette, il n'y a plus de convives. Le dernier élément, je crois, il était sur la manière dont on peut aujourd'hui aborder ces problématiques. En 2015, j'étais avec Manuel Valls et nous essayions de gérer les attentats. Et après les attentats, il y a eu toute une série d'éléments pour demander aux gens, expliquer aux gens comment réagir en cas d'attentat. Et je vois arriver les projets de documents qui étaient assez simples. En cas d'attentat, 1, sauvez-vous. Bon, jusque-là, rien à dire. 2, appelez les secours. Bon. Et 3, si vous ne pouvez pas vous sauver, cachez-vous. Bon, je trouvais ça assez zen. Et je compare avec le document que j'ai fait moi-même avec le NYPD en 2001, au moment où je deviens leur conseil pour mettre en place leur service antiterroriste. Et là, il y a un point 4. Et j'ai été fasciné de voir qu'en France, nous n'étions pas capables de mettre le point 4. Le point 4 s'appelait « résister ». Dans un pays qui glorifie la résistance, c'est toujours une curiosité. Alors je comprends bien que glorifier les héros morts en leur disant « tu vas devant la calache et tu prends une rafale » n'est pas terrible. Mais dans la réalité, de qui on se rappelle? De l'homme à moto qui a détourné le camion fou à Nice, de la femme au parasol qui protège des gens sur le parvis de la gare de Lyon ou de Marseille, je ne sais plus. Bref, de l'homme qui sort de sa porte cochère pour sauver des gens du Bataclan. Il y a quand même un moment où l'idée même de passer de la vigilance à la résilience, c'est bien, mais passer de la résilience à la résistance, c'est pas mal. Et il me semble que de ce point de vue-là, et sans m'engager dans un débat politique, apprendre aussi l'esprit de résistance, c'est pas si mal. Et il se trouve que dans cette maison créée par un résistant de la pensée, l'abbé Grégoire, qui voulait qu'enfin on enseigne ce que l'université de l'époque, c'est toujours le moment où l'administratrice générale est très inquiète quand je rappelle que nous faisons ce que l'université ne veut pas faire, puisqu'elle voudrait faire, puisqu'elle nous explique qu'on ne devrait plus faire. Mais c'est fondamentalement pour ça que le CNAM existe. Hein. Voilà. Donc, avec l'université, je suis un pur produit de la Sorbonne. Mais quand même, le moment, il est venu aussi pour nous de rappeler que derrière ce que nous enseignons, les formations des sciences dures, et moi j'appartiens aux sciences molles, je le sais, j'assume, mais de tout ce que nous pouvons faire, il y a quand même un esprit qui doit passer. Cet esprit, il est liberté, il est laïcité, et il peut être aussi résistance. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'espace, parce que la plupart de ceux qui aujourd'hui veulent combattre, se battre sur le terrain spirituel, et pas seulement, eh bien, ils attendent aussi un peu ça, et ils l'attendent surtout de nous. Alors... dur, d'autant qu'il m'entraîne sur un sujet sur lequel je ne suis pas extrêmement compétente, le TikTok et autre chose. Mais moi, je ne suis pas sur TikTok, mais je dois avouer que je suis moi-même complètement, alors peut-être pas complètement, mais très addict de mon téléphone. Et le soir, avant, je lisais 40 pages d'un roman, maintenant j'en lis 10, et après je regarde vite sur Instagram ou sur WhatsApp qui m'a envoyé une photo, ce que fait ma fille, ou etc., etc. Et petit à petit, les petits chats, les pingouins, etc., etc. Et non, mais c'est vrai, on y passe une heure et du coup on est crevé le lendemain matin parce qu'on a... Donc ça, moi, ça m'énerve profondément. Et alors, je dis pas que ça, de même que ce livre était né d'un énervement devant la fatalité du pire. Je dis pas que je ferai un livre de mon énervement devant le numérique parce que vraiment j'y connais rien. Mais je remarque qu'effectivement on est entré, et c'est là où je voulais en venir,
J'ai tout un chapitre dans le bouquin sur la crise de la démocratie, et cette tiktokisation a quelque chose à voir avec la crise de notre démocratie. C'est pas simplement une façon d'écerveler les jeunes et de les rendre complètement addicts à des algorithmes qui sont des algorithmes de violence en général, des algorithmes de violence et non pas des algorithmes de bisounours. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi profondément lié à la crise de nos démocraties. Je rappelle que quand même l'esprit des Lumières au XVIIIe, ça a été une révolution extraordinaire qui était de mettre la raison. Tu dois partir ? Non, mais je sais qu'il doit partir un peu avant moi, donc comme ça j'aurai le mot de la fin. C'est le cas. Mais donc je rappelle, au XVIIIe, la révolution extraordinaire des philosophes et de la Révolution française, c'est pas simplement de tuer le roi, c'est de mettre la raison à la place de Dieu. Et ça, c'est une révolution exceptionnelle. Or, cette révolution, les ustensiles de l'informatique la remettent en cause, non pas parce qu'ils remettent Dieu à la place de la raison, mais parce qu'ils font de la vérité un élément parfaitement individuel. Maintenant, chacun d'entre nous est possesseur de la vérité. Nous voyons des choses sur Internet, nous jugeons et nous sommes juges de la vérité, ce qui fait que 10% de la population aux États-Unis pense toujours que la Terre est plate, ce qui fait qu'une bonne partie de l'opinion française, et pas seulement c'est les jeunes, adhèrent aux théories complotistes, comme quoi le vaccin a été fait par je ne sais qui, Bill Gates et je ne sais quoi, pour rendre encore plus stupide la population des démocraties, etc., etc. Et on est dans une vraie crise. Plus l'individualisme augmente, plus le sentiment de solidarité, et si vous suivez, vous voyez que tout est lié, je veux dire, entre ce que je disais tout à l'heure, nous d'abord ou tous ensemble, nous le partage, et bien c'est pareil au niveau de la démocratie. On a un individualisme qui annule le sentiment de solidarité, de construction collective qui était à la base de la démocratie. Et les algorithmes de Twitter et autres TikTok renforcent cette individualisation des citoyens, à tel point que maintenant ce n'est plus du tout la société qui fait société, c'est à la limite le clan, les amis, les copains, le club, mais faire société qui était Jacques Delors avait un discours extraordinaire sur qu'est-ce que c'est que de faire société, c'est de vouloir faire ensemble. Tout ceci a disparu. Alors je ne dis pas que c'est uniquement de la faute des outils numériques, mais c'est largement entretenu par les outils numériques, et je crois que c'est c'est un vrai problème pour nous, pour la démocratie en tout cas, c'en est un. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Encore une fois, là, de façon extrêmement naïve et citoyenne, on peut bien sûr se réfugier dans l'élitisme. Ce que fait la politique française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire on met l'essentiel des moyens sur les classes prépa, les grandes écoles, etc., de façon à former comme toujours une élite cultivée, et puis on laisse tomber la grande masse des citoyens qui vont à l'université. Et je suis sûr que même si le CNAM a un statut à part dans l'université, les budgets nécessaires ne sont jamais suffisants pour nourrir tous ces étudiants qui arrivent chaque année. Je crois que je ne sais plus combien il y en a tous les ans qui arrivent sur le marché, mais on est dans un système aujourd'hui en France. Alors moi j'en ai fait partie, je ne vais pas cracher dessus, j'ai fait des classes prépa également, mais dans un système qui choisit délibérément de sauver quelques-uns, voilà, qui liront les Lagarde et Bichard et beaucoup plus, et de laisser les autres à la merci de ces technologies de l'information que personne ne contrôle, sauf 2 ou 3 individus. Je trouve que c'est un crime contre la démocratie, par exemple Elon Musk. Je trouve que c'est un crime contre la démocratie que de laisser cet homme décider si l'humanité ira ou non conquérir Mars. C'est pas à un homme de le décider, c'est à l'ONU, c'est à l'ensemble de la collectivité mondiale de dire
Bon, on ira peut-être un jour coloniser Mars, mais il est génial. Je ne nie pas le QI d'Elon Musk, mais ce n'est pas normal qu'on le laisse décider tout seul ce genre de choses. Je reviens. Donc la première solution, elle est élitiste, elle est très française, mais elle n'est pas recommandable pour l'ensemble de l'univers. La deuxième solution, ce serait un peu, comme on dit, réindustrialiser l'Europe, et bien de informer, réculturiser, je ne sais pas comment le dire, l'ensemble de la société. Et l'Europe essaye de le faire par les moyens dont elle dispose, c'est-à-dire la norme. Ce qu'a essayé de faire Thierry Breton avant de démissionner de la prochaine commission, c'est d'inventer des systèmes de normes, c'est-à-dire de respect de la vie privée, de respect de la liberté, de contrôle des contenus qui sont sur ces plateformes, en particulier sur TikTok, sur Twitter, d'imposer des pénalités de l'ordre de 6% du chiffre d'affaires des plateformes, donc Google et autres, Twitter, si elles ne respectaient pas la légalité européenne. Et vous savez qu'une des raisons pour lesquelles Thierry Breton a démissionné, c'est qu'il a écrit à Elon Musk en lui disant « Vous ne contrôlez pas les contenus violents, appelant au meurtre, qui sont pédophiles notamment, qui sont sur vos plateformes, donc vous devez, j'ai oublié la somme, X centaines de millions d'euros de pénalités. » Et Elon Musk lui a répondu « Pardonnez-moi, je ne peux pas répondre, on ne peut pas le citer dans un amphi aussi prestigieux que celui-là, mais il lui a répondu une injure que même entre vous, vous n'oseriez pas répéter. Donc vraiment, il lui a répondu une lettre d'injure, vraiment. Et donc Thierry Breton, c'est pas la seule raison, mais donc a démissionné. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. On essaye par des normes, et si possible des normes collectives, pas seulement européennes, mais mondiales. Il faudrait qu'il y ait un RGPP mondial, d'obliger, de moraliser les détenteurs de plateformes pour qu'ils arrêtent d'abêtir les citoyens qui les utilisent. Et ça n'est pas un hasard si les Chinois ont restreint l'usage des plateformes et de TikTok à quelques heures par semaine pour l'ensemble des jeunes Chinois. Je veux dire, c'est pas un hasard. Ils ont bien conscience que leurs propres algorithmes vont rendre stupide leur propre population. Donc il faut préserver leur population et au contraire abêtir les Américains. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution, je n'en ai pas. La troisième solution, je crois, c'est à la limite votre présence ici, l'initiative que vous avez prise, Madame l'administrative générale, c'est de faire confiance à l'intelligence humaine, de faire confiance à notre intelligence. Moi-même, je vous dis tous les soirs, je regarde mes petits chiens, mais je suis pas stupide au point de penser que c'est l'importance, que c'est ça qui compte dans le monde. Donc je crois que faire confiance, éduquer, je crois que c'est la mission de cette maison et je suis tellement heureuse d'y revenir, vous ne pouvez pas savoir. Ah. Et on va terminer, si vous voulez. Oui. Bon, ça va. Eh ben, on en reste sans voix. Néanmoins, Nicole Nesotto nous fait l'amitié de rester encore un petit peu avec nous et je pense qu'il va y avoir des réactions, des questions. J'usurpe ma position de présidente de cette séance pour commencer à prendre la parole et on vous passera le micro après. Je voudrais vous dire d'abord combien nous avons été, vous l'avez vu, hein, captivés par tout ce que vous avez dit, par cette pensée profonde qui dépasse la géopolitique avec laquelle vous avez commencé et qui ensuite nous amène à réfléchir sur l'humanité, en réalité. Et je reviens sur quelques-unes de vos questions. Penser la complexité. Oui, il nous faut penser la complexité, peut-être pour la tuer en ce qui concerne le CNAM, mais il faut commencer par la penser pour mieux la tuer, comme cela nous a été dit hier matin. Et penser la complexité, vous avez tout à fait raison, c'est aussi se mettre dans une attitude de doute. Et on peut tout simplement rappeler Descartes. Descartes, je pense donc je suis. La pensée vient du doute, je doute. Et ce doute est absolument essentiel pour nous faire avancer et c'est la formation qui le permet. Il y a
que ça qui puisse le permettre et qui puisse sauver l'humanité tictotisée, si l'on peut dire. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, parce que vous savez que nous partageons ce combat, c'est l'Europe. Et vous avez à juste titre dire qu'il y a un fort désir d'Europe, sauf en Europe. Je voudrais vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai, comme universitaire, été pendant plus de 15 ans très engagée dans un projet européen qui n'était autre que d'écrire un code civil européen. Après tout, nous avions 28 États membres. Pourquoi avoir 28 droits nationaux? Si l'on veut faire un marché commun avec des lois différentes dans chaque pays, vous voyez la difficulté. Aux États-Unis, il y a une langue, il n'y a peut-être pas un droit fédéral surtout, mais en fait, il y a des modèles qui circulent et le droit des contrats, notamment, qui est si important, est unifié. Donc, nous nous sommes attelés à la tâche avec des universitaires de tous les États membres. Et il y avait une vraie volonté d'avancer sur tout ce qui était au moins patrimonial. On va laisser en dehors les personnes et les individus, parce qu'avec la montée en puissance des droits fondamentaux, il y a trop de divergences selon les pays. On l'a vu, avec des pays beaucoup plus précurseurs que d'autres. Mais prenons tout ce qui est de l'ordre patrimonial. On a bien avancé jusqu'aux échecs du référendum. Et à ce moment-là, qu'a-t-on vu? Ces pays qui étaient fer de lance de l'Union européenne, et la France en premier, ont tout fait pour tuer le projet. Tout fait pour tuer ce projet. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait l'idée qu'il fallait réaffirmer un droit national, que nous, Français, nous avions fait un code civil dont on était très fiers et qu'il ne fallait surtout pas que l'Europe prenne le dessus. Et qu'est-il resté de l'image de l'Europe lorsqu'on se décentre et qu'on va vers les États-Unis? Eh bien, c'est un droit de l'Union qui est un droit de la concurrence, un droit de la consommation. Et c'est un droit qui a découpé l'individu en quelques images. Le consommateur, le travailleur, l'étudiant. Et finalement, où est la citoyenneté européenne dans tout ça? Où est ce sens du commun? Et vous avez posé cette question, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut privilégier l'individu, nous d'abord, ou bien tous ensemble? Et d'une certaine manière, mais attention à ne pas mal interpréter ce que je vais dire, cette montée en puissance occidentale, alors depuis d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ensuite, bien sûr, le droit européen, avec d'un côté le Conseil de l'Europe, de l'autre l'Union européenne, cette montée en puissance des droits fondamentaux n'a peut-être pas servi cette idée que nous portions tous l'intérêt général. Et cet individualisme montant a détruit ce sentiment que nous devions tous agir ensemble. Aujourd'hui, j'observe une nouvelle génération de droits fondamentaux, une nouvelle manière dont les jeunes voient les choses, avec l'écologie, la nature, l'environnement, on n'en a pas parlé, mais qui appellent des comportements complètement différents, une nouvelle forme de démocratie, mais qui n'est plus du tout notre démocratie représentative par les urnes, d'où une certaine crise que vous avez mise en lumière de démocratie politique. Vous en avez appelé aux juristes, vous avez dit que le droit face à ce désordre mondial était absolument essentiel. Et je le crois profondément aussi. Mais ce ne sera pas le droit international comme nous l'avons conçu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les États ont du mal à se mettre d'accord, qu'ils ont du mal à accepter le compromis, qu'ils ont du mal à se mettre dans cette attitude que vous recommandez, qui est ni le vrai ni le faux, mais réfléchir tous ensemble et choisir le préférable. Et du coup, que se passe-t-il? Des grandes organisations internationales font venir les États, ils signent des conventions, mais ils ne les ratifient plus. Et ce droit international a du mal à s'imposer parce que les domaines des conventions sont de plus en plus étroits, parce qu'il n'y a pas de consensus. Donc il faut aussi trouver d'autres façons d'agir au plan international pour lutter contre ce désordre mondial et de maintenir quand même cet acteur essentiel qu'est l'État, et surtout qu'est l'Union européenne. Et enfin, pour terminer avec la formation, oui, nous croyons, vous comme moi, à la fois dans l'Europe et dans la formation. Mais que se passe-t-il aujourd'hui en Europe? Autant nous avons réussi à construire un espace européen de la recherche, autant l'Europe n'a pas pu construire un espace européen de l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est encore un sujet régalien, parce que les programmes sont des programmes nationaux, parce qu'on enseigne l'histoire qui est l'histoire nationale, et l'histoire de l'Europe vue par la France, vue par l'Italie, vue par l'Allemagne.
Il y a eu des tentatives qui ont été faites, et je pense notamment à cet ouvrage qui est paru chez Nathan sur l'histoire franco-allemande. Il y a eu des tentatives d'enseigner une histoire européenne, mais on en parle peu. Et je crois profondément qu'aujourd'hui, il faut davantage enseigner le droit pour que les citoyens s'emparent des institutions, qu'il faut enseigner le droit dans une perspective européenne. Je ne dis pas qu'il faut enseigner le droit européen, mais qu'il faut faire connaître cette construction européenne à travers cet enseignement et qu'il faut le faire dès le lycée pour que les citoyens s'emparent de ces outils, connaissent ces outils et aient plus de regard critique. Donc je trouve qu'il y avait dans votre présentation un devoir formidable, énormément d'éléments et vous avez compris, je ne saurais que vous recommander de lire cet ouvrage, de l'offrir à tous vos étudiants dans les centres en région et à toutes vos familles et à vos proches pour Noël. Merci. Merci. Non, mais merci beaucoup. Je vais juste faire un petit commentaire sur l'Europe. Je crois que la crise du Covid a failli voir la fin de la construction européenne. Quand tout d'un coup, la panique s'est emparée de non seulement des citoyens, mais des États. On ne savait pas ce que c'était. Et d'ailleurs, pendant 2 mois, en avril et mai 2020, la terre entière a eu peur. Je crois que c'est la première fois que la mondialisation de la panique a été à ce point réussi. Et donc, il y a eu dans chacun des États membres une terreur. Chacun a fermé ses frontières en ordre dispersé, etc. Et après, quand on a commencé à voir les vaccins arriver, chacun a essayé, s'est dit, mais moi, il m'en faut pour les mois, pour les miens, pour mes... Et donc, on a failli avoir une rupture vraiment de la solidarité européenne en avril 2020. Et c'est là, je raconte cette histoire, parce que Jacques Delors, qui à l'époque avait déjà 92 ans, mais qui était encore très vivace, intellectuellement, a écrit une lettre à l'époque c'était Madame Merkel encore et Monsieur Macron en disant c'est pas possible, il faut que vous fassiez quelque chose ensemble, sinon l'Europe s'effondre. Si chacun part chercher sa solution tout seul, c'est la fin de l'Europe. Et Dieu merci, ils ont été entendus et l'Allemagne a cédé sur quelque chose qu'elle refusait depuis toujours, c'est-à-dire un endettement commun de 750 milliards d'euros que l'on payera jusqu'en 2064. Donc vous continuez à payer l'emprunt qui nous a permis de sortir du Covid. Je donne cet exemple pour dire que l'Europe, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire, mais de très fragile. Il suffit d'une crise grave et les réflexes nationaux, puisque chaque gouvernement défend ses citoyens, en l'absence de citoyenneté européenne légale, si je puis dire, tout cela est très fragile. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a un double mouvement dans cette construction européenne. On voit vraiment que les sentiments de solidarité sont très forts, notamment avec l'Ukraine. Tout le monde se mobilise, tout le monde aide l'Ukraine, tout le monde défend la démocratie ukrainienne, à part les Hongrois, mais même les Hongrois laissent faire d'une certaine façon. Donc on a de nouveau un sentiment d'identité européenne, d'identité démocratique à défendre contre la Russie. Et en même temps, quand on regarde les élections, que ce soit les élections européennes de juin dernier ou les élections nationales quand elles ont lieu dans différents pays, ce qu'on voit monter, c'est les mouvements nationalistes. Les mouvements nationalistes, d'extrême droite, populistes, etc. Et moi, je me dis, mais comment ça va pouvoir se gérer ensemble ? Ou du moins, qu'est-ce qui va l'emporter ? Est-ce que c'est le sentiment de solidarité des Européens ou est-ce que c'est le nationalisme recroquevillant qui va l'emporter ? Et je crois qu'on est un peu dans cette situation un peu difficile où moi, je fais confiance, malgré tout, aux réflexes européens. Je fais davantage confiance, d'ailleurs, aux citoyens européens qu'aux dirigeants européens d'aujourd'hui. Quand on regarde la composition de la future commission, on n'est pas fasciné par le leadership extraordinaire qui s'en dégage. Donc, mais c'est vrai qu'on a cette ligne de tension entre une solidarité contre un ennemi extérieur, mais une montée des nationalismes à l'intérieur. Et
je trouve que ça va ensemble. Le nationalisme monte d'ailleurs dans la terre entière, au moment où l'individualisme monte également dans l'ensemble des démocraties. Ces deux mouvements sont parallèles. Alors moi, j'ai le temps de répondre à une ou deux questions, mais il est 1h moins 5, on ne va pas, vous faire sauter le repas. Mais... Voilà, n'hésitez pas à partir si vous devez partir, mais je pense qu'il y a peut-être une ou deux demandes d'intervention dans la salle. C'est moi. On a échangé pour un G demain. C'était des conférences qu'on voulait mettre en place il y a quelques années avec Michel Terret et l'école d'ingénieurs. Je voulais vous remercier, je fais un petit commentaire parce qu'effectivement, je voulais vous remercier de cet échange qui était d'une inspiration absolument incroyable, remarquable. C'est dommage qu'Alain ait dû partir. Et ça a un petit peu résonné en moi, évidemment, pour dire que la science... est quelque chose justement de commun, de global. Les collaborations scientifiques, la science ne se fait jamais tout seul, se fait en groupe. C'est comme le sport, quelque part, je dirais qu'il y a deux choses dans l'humanité qui fait qu'on peut aussi travailler ensemble. Et l'Europe de la science, vous disiez l'espace de recherche, alors c'est un espace politique de la recherche, mais il y a autre chose, il y a effectivement l'histoire de la science européenne est absolument incroyable, le congrès Solvay, où on voit vraiment toutes les nationalités. Et je pense que là, on a peut-être un espoir dans cette acculturation, cette formation de la jeunesse à la science, à l'esprit critique. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais vous partager. La science est un moyen, justement, de retrouver une Europe bienveillante, humaniste. Et peut-être que c'est ça qui nous sauvera. Toujours dit, j'ai qu'un enfant, mais j'ai toujours dit que la curiosité était un bien beau défaut et qu'il faut cultiver la curiosité, en particulier la curiosité scientifique. Mais c'est vrai qu'il faut s'intéresser aux autres, au monde. Bien, merci. Alors, encore. Si, j'ai la dernière. Les gens qui me connaissent, c'est pas du tout dans mes habitudes, mais quand même, il y a une citation. Alors, je vous ai cité Raymond Aron, qui m'a plongé dans des abîmes de modestie face à l'intelligence de cet homme. Et il y a une phrase d'un président des États-Unis que j'aime citer, parce qu'elle donne de l'espoir et qu'elle montre que... Alors, attendez, 221... Qu'elle montre que quelque chose d'autre est possible. Et que même par égoïsme occidental, nous pourrions essayer de penser à une autre gouvernance mondiale. Le jour de son investiture comme président des États-Unis, donc le 29 janvier 61, Kennedy dit « Le monde libre ne parvient... Ah non, pardon. Si la société libre ne parvient pas à améliorer le sort de la minorité des pauvres, elle ne pourra pas sauver... Non, excusez-moi. Si la société libre ne parvient pas à améliorer le sort de la majorité des pauvres, elle ne pourra pas sauver la minorité des riches. Et ça, je trouve que c'est un cynisme extraordinairement fécond. Et pour une fois, ça fait plaisir. Moi, je vous remercie beaucoup, Bénédicte. Merci beaucoup.